Donc là, on est devant le concentrateur solaire. En fait, c'est ça qui va me permettre de porter à ébullition le mou de bière dont on vient de parler, donc qui va être transféré dans cette cuve, depuis la cuve d'empâtage. Donc aujourd'hui, je suis avec Romain, qui n'est pas moins que le premier brasseur solaire d'Europe. Alors une micro-brasserie solaire, ça ne veut pas dire qu'on prend une brasserie classique et on met juste une ribambelle de panneaux solaires sur le toit. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça implique de réadapter l'organisation du travail, d'étudier à chaque étape de fabrication comment on peut intégrer des procédés low-tech. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Romain. Bonjour. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer où on est? Alors, on est à Dampierre-les-Bois, à la microbrasserie Eli, voilà, qui est une microbrasserie qui fonctionne avec l'énergie solaire thermique, qui est une particularité pour une brasserie professionnelle. Dans le Doubs, on a combien de jours d'ensoleillement par an? C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas les mieux lotis. Okay. Mais pour l'instant, ça fonctionne avec l'ensoleillement que j'ai ici. Et je pense que ça va aller que en s'améliorant du fait que moi aussi, j'apprends à m'améliorer, à améliorer le procédé et à améliorer les équipements aussi. Donc, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Okay. Et si on se dit que ça fonctionne ici, après, on n'a plus trop d'excuses pour se dire que ça peut pas marcher ailleurs. C'est clair. Toi, avant, tu étais ingénieur en mécanique, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et donc, comment ça s'est passé la transition? Parce que, en fait, tu as un métier low-tech, mais tu n'as pas pu copier un modèle de brasserie low-tech qui existait, parce que c'est ce que je disais, finalement, tu es un peu le premier à avoir fait ça. Du coup, j'imagine que la marche peut être un peu haute parfois pour réinventer son métier de manière low-tech quand on n'a pas de modèle. Donc, comment ça s'est passé pour toi, cette transition? Alors, ça a été assez progressif. En fait, ingénieur en conception mécanique, j'ai travaillé dans l'industrie assez classique pendant quelques années. Et puis, je me suis rendu compte qu'en termes de valeur, ça ne correspondait pas vraiment avec ce que moi, je voulais. Et puis, d'un autre côté, je m'intéressais à la brasserie, mais en tant qu'amateur. En fait, je brassais de manière artisanale avec mon frère dans le garage pour tester des choses, pour goûter. Et puis à ce moment-là, j'étais aussi très intéressé par l'énergie solaire thermique. En fait, ça fait vraiment plusieurs années que je m'intéresse à la chaleur qu'on peut utiliser qui vient directement du soleil. Et donc, j'étais par exemple au Low-Tech Lab à Grenoble. On a fait quelques protos. J'ai fait des stages, des formations sur le solaire thermique. Et je me suis rendu compte que ces deux choses-là, ça pouvait bien fonctionner ensemble puisque en brasserie, on a besoin de beaucoup de chaleur. Et le soleil peut nous apporter cette chaleur. Mais l'inconvénient de l'énergie solaire, c'est que c'est une énergie intermittente, donc on n'a pas toujours du soleil comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, en fait, la bière, ça s'adapte plutôt bien à ça, puisque c'est un produit de conservation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis la bière en bouteille, on peut la stocker et on peut la vendre plus tard. Et donc, c'est intéressant de ce point de vue-là, puisque on peut brasser les jours où il y a du soleil et faire toutes les autres tâches de la vie d'une brasserie classique les jours où il n'y a pas de soleil. Ok. Et comment ça s'est passé ta première année d'installation? Ça a consisté en quoi concrètement entre le moment où tu as trouvé ce lieu et le moment où tu as commencé à vendre de la bière globalement? Alors la toute première année, j'ai presque pas brassé du tout. En fait, c'était vraiment de l'aménagement. Et donc, il y a eu beaucoup de choses à faire déjà uniquement sur l'endroit. Et après, beaucoup de travail sur les équipements. Donc, on va aller voir après, mais les panneaux solaires thermiques, le concentrateur. Et comment tout ça s'imbrique dans une brasserie classique, mais qui du coup doit s'adapter à ces énergies-là. Donc première année c'était travaux et installation test. Et parce que c'était vraiment du mois de mai au mois de mai où j'ai pas brassé, enfin je me suis installé et après cette année d'installation, j'ai commencé à produire au mois de mai 2023. Et en septembre 2023, j'ai ouvert les portes de la brasserie parce que j'avais commencé à faire du stock et pouvoir vendre de la bière. Et j'ai fait l'inauguration de la brasserie en septembre 2023. Trop bien. Je propose qu'on aille voir du coup les installations dont tu viens de parler. Là, on est devant les panneaux solaires thermiques. À la différence du photovoltaïque, en fait, on n'a pas de production d'électricité. Là, c'est vraiment juste la chaleur du soleil qu'on va récupérer. Et alors, comment c'est fait? On a un fluide, donc typiquement de l'eau avec de l'antigel qui va rentrer par le dessous du panneau, qui va serpenter dans le panneau
Et en fait, la chaleur, la lumière du soleil qui va venir frapper le panneau va être absorbée par la tôle qui est juste là. Et derrière cette tôle, donc il y a ce fameux serpentin avec le fluide qui s'écoule et qui lui donc va prendre la chaleur. Et ce fluide qui va être chaud, il va ressortir par le haut du panneau. Et c'est la même chose sur les 3 panneaux qu'on a ici. Et ensuite, ce fluide chaud vient se rejoindre sur le collecteur qui est juste ici. Et après, ça va rentrer dans la brasserie. Et donc dans la brasserie, on ira voir juste après, j'ai une cuve de stockage, une grosse cuve qui me permet de stocker mon eau de brassage. Et à l'intérieur de cette cuve, il y a un serpentin. Ce qui fait que ce fluide chaud, il va passer à l'intérieur du serpentin, il va donner sa chaleur à l'eau qui est contenue dans la cuve. Et le fluide va redescendre en étant plus froid. Et ainsi de suite. Donc c'est un circuit fermé qui se déroule de manière continue. La particularité de ce système, c'est que les panneaux sont placés en bas et la cuve est en hauteur. Et ça, c'est pour une raison bien précise, c'est parce que l'eau chaude, quand l'eau dans le panneau va être plus chaude que l'eau à l'intérieur du serpentin, ben naturellement, l'eau chaude du panneau va vouloir monter, ce qui fait que ça va créer une circulation naturelle. Et ça permet d'avoir une circulation naturelle, mécanique, qui n'a pas besoin de pompe, qui n'a pas besoin de régulation et qui donc tombe pas en panne. Et c'est des panneaux que tu as pu fabriquer toi-même Non, alors ça, c'est des panneaux de l'industrie que j'ai récupérés. Donc d'occasion. Et puis à l'intérieur, on va aller voir, j'ai une cuve qui peut contenir jusqu'à 1000 litres. Ok. Mais par contre, c'est moi qui choisis quelle hauteur d'eau je vais mettre dedans. En fait, c'est pas comme un ballon à la maison qui est toujours plein et qui est à la pression du réseau. En fait, là, c'est moi qui choisis le volume que je mets dans la cuve. Donc ça, c'est pratique aussi pour m'ajuster en fonction de mes besoins. Oui, carrément. Eh ben, on va voir à l'intérieur. Voilà la cuve dont je vous parlais. En fait, c'est ce qu'on appelle un tank à lait. C'est un réservoir que les éleveurs laitiers utilisent pour conserver le lait au frais, que j'ai récupéré aussi d'occasion. Et donc, qui est déjà un petit peu isolé. Mais par-dessus, j'ai refait un caisson en OSB dans lequel j'ai rajouté de l'isolant encore. Parce que le but, ça va être de garder la chaleur au maximum. Parce qu'en fait, les panneaux solaires, ils vont fonctionner toute la journée, dès qu'il y a du soleil. Mais le jour où je vais brasser, en fait, je vais commencer tôt le matin. Et donc, ça n'aura pas eu le temps de chauffer le jour même. Et du coup, l'intérêt de cette isolation, c'est de conserver la chaleur d'une journée sur l'autre. Donc, on perd que quelques degrés d'une journée à l'autre. Et l'eau, en plein été, on va avoir de l'eau entre 65 et 70 degrés. Et il y a une partie de l'année où tu es obligé d'avoir un complément autre pour chauffer ton eau? Oui. Alors, le complément, il va arriver plus tard. Ok. Mais oui, il y a forcément des moments où je vais avoir besoin de compléter un petit peu. Mais c'est pas le cas l'été. L'été, tu marches que au solaire. L'été, j'ai un tout petit complément parce qu'il me faut de l'eau à 75 degrés. Oui, c'est assez précis. Ouais, c'est ça. Mais on est vraiment très proche, quoi. Ok. Trop bien. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est une version de la brasserie un peu prototype. Et que, notamment le concentrateur qu'on va voir après, il va changer dans les mois qui viennent. Et du coup, je vais pouvoir encore plus utiliser l'énergie solaire et la part d'appoint donc en électricité va être encore plus réduite. Ok. Pour continuer sur cette cuve, en fait là c'est là-dedans qu'est chauffé, qu'est stocké mon eau chaude de brassage. Okay. Donc c'est de l'eau potable que je vais utiliser pour fabriquer la bière. Donc comme je vous disais, je brasse pas tous les jours. Et le jour où je choisis de brasser, déjà je regarde la météo pour savoir si je vais avoir du soleil, assez de soleil dans la journée. Et puis donc quand ça c'est validé, je transfère une partie de l'eau qui est contenue dans cette cuve-là, et c'est à ce moment-là que vraiment le processus de brassage de la bière démarre. Donc ça c'est ce qu'on appelle la cuve d'empâtage. Très simplement, c'est dans cette cuve qu'on va mélanger. Donc ceci, c'est du malt d'orge, c'est l'ingrédient, on va dire, principal de la bière. On va mélanger ce malt d'orge avec de l'eau chaude. Donc, et ce mélange doit se trouver autour des 60-66 degrés. Cette étape a pour but de extraire le sucre qui est contenu dans le grain, dans la céréale. Et en fait, on va dissoudre ce sucre dans l'eau, ce qui va nous donner un jus sucré. Okay. Et c'est ce jus sucré qui ensuite, plus tard, va fermenter, va donner l'alcool et le gaz carbonique qu'on connaît dans la vie. Voilà, donc là, il y a une pale mécanique qui va brasser
Ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et ensuite, au fond, on a un fond filtrant, ce qui permet de garder toute la matière solide à l'intérieur de la cuve. Ok. Et nous, on se retrouve ici avec juste le liquide. Ok. Donc, on appelle le mou de bière. Un peu comme dans le vin, on appelle ça le mou. Donc, on se retrouve avec un jus sucré qu'on appelle le mou de bière. Et ce jus sucré, il va falloir le faire bouillir. Et c'est pour ça qu'on a le concentrateur qui est à l'extérieur. On va aller voir tout de suite. Donc là, on est devant le concentrateur solaire. En fait, c'est ça qui va me permettre de porter à ébullition le mou de bière dont on vient de parler, donc qui va être transféré dans cette cuve, depuis la cuve d'empâtage, grâce à une pompe. Et donc là, on a 150 litres. Et donc le but, ça va être de porter ce mou de bière à ébullition. Et c'est pour ça qu'on a ce concentrateur, donc qui est un modèle Lightfire, qui permet d'atteindre des températures en tout cas assez hautes pour pouvoir faire bouillir. Donc la lumière qui va arriver sur les miroirs qui sont juste là va être renvoyée sur le miroir qui est ici sous la cuve, et ensuite la lumière va rebondir sur ce miroir puis va aller sur la cuve par le dessous. Ce qui permet de bien chauffer par le dessous, parce que c'est important pour avoir une belle ébullition, de chauffer par le dessous sur une cuve de brassage. Alors est-ce que déjà c'est une cuve de brassage particulière, ou est-ce qu'on aurait utilisé la même quelle que soit la source d'énergie C'est une cuve assez classique. Les deux grosses différences, ça va être que le fond, le dessous, est peint en noir pour capter un maximum de lumière et pour éviter la réflexion. Et l'autre particularité, c'est que là, il y en a une partie, c'est de l'isolation en fait. On va essayer d'isoler au maximum la cuve pour éviter de perdre la chaleur, parce qu'effectivement le solaire, c'est quand même une énergie qui est moins puissante que l'électricité ou le gaz. Beaucoup moins puissante. Carrément. Et du coup, on va essayer de chaque calorie en profiter, quoi. Donc là, il y a une petite isolation, mais quand je brasse, j'en mets une autre encore. Ok, tu mets sa petite doudoune. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Tu t'es un peu inspiré d'une marmite norvégienne en tissu ouais, ça correspond assez bien à une marmite norvégienne. Et ça, c'est le plus petit modèle de chez Lightfire? Oui, ça c'est le L4. Okay. Ouais. J'ai acheté les plans à Lightfire et j'ai fabriqué ce modèle. Avec le Low-Tech Lab de Grenoble ou tout seul? Non, de mon côté. Parce que j'ai vu qu'ils faisaient des stages, mais. Oui. C'est venu à peu près en même temps ou juste après. C'est suivi. Et ça t'a pris combien de temps de fabriquer toi-même ton Lightfire? En fait, ça s'est étalé sur plusieurs mois parce que je faisais pas que ça. Ouais. Mais on va dire que puis j'apprenais aussi parce que en fait, je savais pas souder avant de commencer. Et j'ai appris à souder en le faisant. Donc j'ai appris pas mal de choses. Après, la conception mécanique, je connaissais, mais la fabrication avec la soudure et tout, j'ai appris pas mal de choses. Donc on va dire que j'ai mis peut-être 1 mois et demi en temps cumulé pour le faire. Puis après, il y a eu pas mal d'essais-erreurs. Par exemple, au début, les rayons arrivaient directement sur le côté de la cuve. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça marchait pas, il fallait que ça chauffe par le dessus. Par le dessous, pardon. Tu nous disais que tu vas changer de modèle. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ça? Ouais, on peut en parler un petit peu. En fait, là, donc, il y a à peu près 3,5 mètres carrés de miroir. Et ça me permet de chauffer 150 litres en... faut compter 4 heures pour monter à l'ébullition. Et après, on maintient l'ébullition pendant 1 heure. Ok. Donc, c'est quand même assez long. Sur une journée de brassage, ça me fait des journées assez allongées. Et le but, donc, de passer à un concentrateur qui soit plus important, en fait, ça va être à la fois de pouvoir brasser plus à la fois. Donc là, j'ai 150 litres, mais en fait, toutes les autres cuves, on a vu, la cuve d'empâtage, elle est beaucoup plus grosse que celle-ci. En fait, toutes mes cuves de la brasserie, elles font 500 litres. Okay. En fait, c'était prévu à l'avance d'aller sur quelque chose qui fait 500 litres. Mais avant de commencer, vu que personne n'avait jamais fait ça, et tu t'es dit, je voulais pas trop je vais quand même pas trop investir, voilà, je voulais un prototype et quelque chose qui peut fonctionner assez rapidement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers Lightfire, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien fait, qui est simple. Donc qui permet de assez rapidement avoir accès à du solaire à concentration, quoi. Mais ta cuve aujourd'hui est sous-dimensionnée par rapport au reste de tes cuves. Ouais, tout à fait. Et ça t'a coûté combien un four comme celui-là? Enfin, un concentrateur comme celui-là? Je pense que ça m'a coûté un petit peu moins de 1 000 € de matériel. Ok. Et les plans sont... Les plans, ils sont en vente. Moi, je les avais achetés 100 €. Ok, ah oui, donc ça te fait un tout petit investissement par rapport à... Enfin, l'écart doit être énorme par rapport à une microbrasserie traditionnelle quand elle s'équipe. En fait, parce que si on prend juste la partie fourniture d'énergie,
En fait, sur une microbrasserie traditionnelle, c'est soit des brûleurs à gaz, soit des résistances électriques. Et en fait, ça coûte encore moins cher que ça. Ah oui, mais pas après, forcément les résistances oui, je vois ce électriques. que tu veux dire. Mais par contre, l'investissement de départ est plus important sur un concentrateur solaire. Alors celui-ci, il est vraiment très simple, donc finalement, c'est peut-être à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Mais même si je pense quand même un petit brûleur à gaz, c'est pas très, ça coûte vraiment pas très cher. Mais tu le rentabilises par contre, vite parce que tu sur l'utilisation de l'énergie, on va vraiment gagner sur quelques années. C'est difficile pour moi de savoir dire, déjà combien de temps il faut pour rentabiliser. Est-ce que ça serait pas plus simple de le calculer au litre brassé? Si. Bah oui, mais... Au bout de combien de bières brassées, ouais, enfin de litres de bière, tu as rentabilisé ton investissement ouais. Ça, c'est pas quelque chose pour l'instant que tu as eu envie de calculer Non, je sais pas exactement, parce qu'en fait, je considère que ça, c'est une version essai, prototype. Ah oui. Et du coup, c'est pas... Bah oui, il y a un biais qui est que tu fais de la R&D, donc il y a une partie un peu de coût que tu perds parce que tu testes des choses. Et... Il y a ça, il y a ça carrément. Et puis, comme je te disais, le volume brassé là est pas assez important. Oui. Et surtout, en fait, ce calcul-là, ça m'intéresse de l'avoir pour moi. Et ce qui serait intéressant, c'est de l'avoir pour potentiellement d'autres brasseurs qui voudraient faire la même chose. Et en fait, très honnêtement, à ce volume-là, c'est pas intéressant pour une brasserie. Parce que c'est trop petit. Donc c'est sur le prochain modèle ça prend trop de temps de brasser. Qui là va pouvoir te permettre d'avoir une cuve de 500 litres, brasser 500 litres. En fait, ce sera pas exactement le même principe. Donc la cuve d'ébullition, elle sera à l'intérieur de la brasserie. Et un peu comme pour les panneaux solaires thermiques, en fait, il y aura des tuyaux qui vont amener la chaleur depuis le concentrateur jusqu'à la brasserie. Parce que c'est aussi, d'un point de vue ergonomie de travail, c'est aussi assez compliqué de devoir amener le mou de bière à l'extérieur, le ramener à l'intérieur. Il faut des grands tuyaux, on est soumis aux éléments extérieurs, c'est pas super pratique. Donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir la cuve d'ébullition juste à côté de la cuve d'empâtage à l'intérieur. Et d'avoir plutôt finalement le soleil qui vient à l'intérieur que la bière qui va à l'extérieur. Donc la rotation pour suivre le soleil en azimut, donc est-ouest, se fait comme ça. Que tu déplaces à la main, il y a pas de... C'est un réglage manuel que je fais toutes les 10 minutes. C'est à peu près le temps que j'ai, le temps que le soleil se déplace d'un côté de la cuve à l'autre côté, j'ai à peu près 10 minutes. Donc voilà, j'ai un bip qui me le rappelle toutes les 10 minutes de venir refaire le réglage. Donc ça, c'est pour le réglage est-ouest. Je peux se déplacer comme ça, grâce à l'axe central et aux roues. Et puis après, il y a un réglage de hauteur, parce que le soleil il va monter et puis redescendre dans le ciel. Donc ce réglage, il se fait grâce à ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc, t'espères, là, ton temps de brassage, tu disais, c'est 5 heures 4 heures de montée en température pour juste l'ébullition, quoi. Ah oui. Donc, il y a tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après. Bien sûr. Et du coup, sur ton prochain système, t'espères réduire ce temps juste d'ébullition? Ouais, c'est ça. Ouais, ce serait bien d'enlever une heure ou 2 heures sur ce temps. Ok. Bah, en fait, dans une brasserie classique, on est dimensionné pour avoir beaucoup de puissance, en fait. Oui. Et donc, que ce soit en gaz ou en électricité, on va atteindre l'ébullition, même sur des énormes volumes, en quelques dizaines de minutes, quoi. Des fois, c'est en dessous d'1 heure, le temps de monter. Alors que moi, j'en ai pour 4 heures. Là. La magie des énergies fossiles. Voilà. C'est pas pour rien qu'on s'en sert. Ok. Exactement. Et ben, on peut faire la suite des étapes, si tu veux. Ça roule. Le mou de bière est transféré de la cuve d'ébullition jusque dans le fermenteur qui est ici. En fait, c'est une cuve qui est fermée hermétiquement, mais qui peut laisser s'échapper le gaz parce qu'il va y avoir de la création de gaz carbonique avec la fermentation. Donc là, on ne va pas maintenir la pression, on va laisser s'échapper le gaz qui est produit. La bière, enfin le mou de bière qui va arriver dans cette cuve, il va être chaud puisqu'il arrive la cuve d'ébullition, donc à 90-95 degrés. Et en fait, on va le refroidir pour pouvoir mettre les levures, puisque les levures, si on les met à cette température-là, elles vont mourir. Donc il faut descendre la température autour de 20-25 degrés. Et c'est à peu près à cette température-là que la bière va fermenter. Donc pour ça, pour refroidir le mou, on va utiliser cet équipement qui est le refroidisseur à plaques. Et donc en fait, un refroidisseur à plaques, c'est assez simple, c'est plein de plaques métalliques qui sont parallèles les unes aux autres. Et entre deux plaques, on a de l'eau, et la plaque d'à côté, on a le mou, de l'eau, le mou, de l'eau, le mou. Et donc, c'est dur à dire. On a le mou qui arrive chaud et l'eau qui arrive froide. Et en fait, en se croisant,
via la l'échange de plaque qui sont calories, entre les deux, voilà, la chaleur va s'échanger et le mou va ressortir tiède, autour de 20-25 degrés, et l'eau va ressortir chaude. Et cette eau chaude qui est de l'eau potable, en fait, je la renvoie dans la cuve de stockage qui est là-haut, qui me permet de garder à la fois l'eau et les calories. Trop malin. Voilà. Donc une fois la bière en fermenteur, enfin le mou de bière en fermenteur, la fermentation va durer entre 3 et 4 semaines si on compte les phases de maturation, etc. Et donc au bout de 3 semaines, on va descendre la température à l'intérieur de ce fermenteur et pour amener la bière autour de 4-5 degrés, en fait, ce qui va faire précipiter toutes les particules solides qui sont en suspension, comme par exemple les levures mortes ou d'autres choses. Et donc tout ça, ça va venir se coller au fond et ça va faire qu'on va avoir une bière qui est beaucoup plus claire que si on ne le faisait pas. Okay. Et donc après ça, on va pouvoir mettre en bouteille. Et en bouteille ou en fût, la mise en bouteille se fait avec cette machine-là, qui là est démontée, mais en fait on a un bec qu'on vient mettre ici et on vient brancher la bouteille en dessous. Et juste par gravité, il y aura de la bière dans cette cuve-là. Par gravité, ça va tomber dans la bouteille et la bouteille va se remplir jusqu'au niveau qui est le bon. Et le remplissage va s'arrêter tout seul quand ce sera au bon niveau. Et ensuite, on a un capsulage qui se fait manuellement avec cette machine. C'est vraiment juste une sertisseuse manuelle. Et ensuite, on a l'étiquetage qui se fait avec la machine qui est là-haut, qui est aussi un petit peu démontée pour le nettoyage. Et donc ça, c'est une machine qui est assez vieille, hein, qui date des années 80. Qui est quasiment 100% mécanique. Il y a juste un moteur électrique qui entraîne un arbre. Et après, c'est tout des cames, des engrenages, des excentriques qui vont faire en sorte que les bouteilles avancent, sont prises. Il y a une machine, il y a une partie qui vient chercher l'étiquette et qui vient coller l'étiquette sur la bouteille. Et tout ça, c'est des étapes mécaniques. Et en fait, la particularité, c'est que c'est des étiquettes qui sont pas autocollantes. C'est ce qu'on appelle des étiquettes sèches. Et c'est la machine qui vient mettre la colle derrière l'étiquette et qui ensuite vient mettre l'étiquette sur la bouteille. Ok. Tu t'es adapté à la machine que tu avais trouvée ou c'est pour un enjeu de consigne des bouteilles c'est bon pour la consigne. Ah ok, c'est mieux aussi pour la consigne. Exactement. C'est principalement pour cette raison-là que j'ai pris ça. Après, je suis content d'avoir cette machine-là qui a l'air très solide. Voilà, qui est très robuste. Un petit peu capricieuse sur les réglages, mais qui est super robuste. Et effectivement, pour la consigne, en fait, les étiquettes qu'on appelle sèches, où on vient rajouter de la colle derrière, sont beaucoup plus faciles à enlever que les étiquettes autocollantes qu'ont la plupart des brasseries en ce moment. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est comment tu organises un peu ton temps de travail, quoi. Comment tu organises tes semaines, notamment par rapport aux contraintes dont tu nous parlais. Je check la météo, je brasse pas, enfin voilà. Il faut rester le plus flexible possible. Donc c'est vrai que j'essaye d'avoir le moins de rendez-vous fixes possible dans mon agenda. C'est pas facile, mais ça se fait. Sachant que je suis tout seul, après si on imagine une organisation, on est plusieurs personnes, ça donne encore plus de flexibilité, puisqu'il y a plus de degrés de liberté, on va dire. Mais là, le fait que je sois tout seul, il faut que je m'adapte vraiment au jour le jour. Après, j'essaye donc la météo, on arrive à avoir des prévisions de tendance à 15 jours à peu près. Donc déjà à ce moment-là, dans mon agenda, je commence à caler des créneaux où je pense brasser. Et puis après, ces créneaux-là, je vais les adapter en fonction du temps qui change. Et tu as besoin de brasser combien de jours par an? Enfin, en tout cas, cette année, peut-être, tu as brassé à peu près combien de jours dans l'année? Là, sur l'été, par exemple, si je prends la saison où c'est le plus facile de brasser, on va dire, donc en plein été, je brasse 2 jours par semaine. Donc là, cet été, tu as fait quasiment que brasser, mettre en bouteille, brasser, mettre en bouteille. Et du coup, pour avoir un gros stock en te disant, cet hiver, je fais des tâches en fait, de vente, de choses comme ça. Là, cet hiver, je vais être très occupé par le nouveau concentrateur. Oui, bon. Donc c'est un peu encore un hiver de transition, mais effectivement, dans une brasserie qui a déjà tous ses équipements, qui a plus besoin de autant s'équiper, en fait, oui, ça va être... comme c'est le cas actuellement, déjà beaucoup de brassage l'été et donc toute la belle saison. Parce que ta bière, elle se garde combien de temps avant que tu... Enfin, c'est quoi la conservation finalement? Ça dépend des recettes.
Ça dépend des types de bières. Il y a des types de bières qui se gardent très longtemps, voire qui se bonifient avec le temps. Ah oui. Et il y en a d'autres au contraire qui vont assez rapidement perdre un peu certains En arômes. saveur, ok. Ouais, c'est ça. Et donc toi, est-ce que tu as choisi des recettes orientées conservation ou tu as voulu faire de la variété Bah, les premières recettes, en fait, j'ai commencé avec 3 recettes. Ok. C'est 3 recettes qui vont assez bien se conserver dans le temps. Ouais. Et là, j'en ai ajouté une 4e. Celle-ci, elle est plus difficile à conserver dans le temps. D'accord. Mais en fait, je vais m'arranger pour faire relativement peu de stock et puis essayer de l'écouler rapidement. Et puis peut-être qu'il y a des moments où dans l'année, elle ne sera pas disponible. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. Et est-ce que tu penses que tu te retrouverais à avoir plus de stock qu'une microbrasserie classique parce que tu dépends d'une énergie intermittente? Oui. Ok. Ouais, très clairement. Donc ça a un impact sur ta trésorerie quand même. Oui. Ça implique d'avoir un fonds de roulement plus élevé. Il faut faire un peu plus de stock sur l'été. Et puis, mais c'est vrai que ce que tu as dit, exactement. Tout pareil. Et combien tu as besoin de litres, combien de litres tu as besoin de brasser pour toi avoir une activité qui est, qui te permet de vivre correctement? Je pense que là, pour l'instant, la première année que j'ai faite, j'ai brassé 4000 litres. Ok. Ce qui est pas assez. Ok. Il faut, je pense, faire au moins x2 ou 3 sur ce volume-là. En fait, ça dépend Autour de aussi. 10 000 litres, c'est... Ouais, 10, 12. Ok. Et ça, que tu sois une brasserie solaire ou pas? Pour toi, c'est le même volume pour être rentable? Oui. Ouais, c'est... après, effectivement, il y a le coût de l'énergie qui va rentrer dans les calculs. Mais ça, comme je te disais tout à l'heure, je ne sais pas encore exactement où je dois me situer par rapport à ça. Parce que j'ai pas assez de recul, assez d'éléments pour calculer tout ça. Les co-bénéfices de ce nouveau concentrateur, c'est que je vais pouvoir brasser plus à la fois, mais ça va aussi me prendre moins de temps. Oui. Donc vraiment, je vais gagner beaucoup aussi en confort de travail, en fatigue. Donc ça va être assez intéressant d'avoir ça. C'est que en fait, le nombre de volumes qu'on a besoin de brasser, ça dépend aussi beaucoup des canaux de distribution. C'est-à-dire que plus, par exemple, on va vendre à des revendeurs, donc qui sont des magasins ou des bars, etc., plus on va devoir leur vendre moins cher, ce qui est normal. Plus on va vendre nous en direct, moins on va avoir besoin de vendre pour le même chiffre d'affaires. C'est le même enjeu chez plein de... les maraîchers, tout le monde dit ça. Si tu arrives à vendre en direct, tu t'en sors mieux. Il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de critères météo qui sont aussi liés pour la vente finalement. Les brasseries dépendent beaucoup de la météo. Peut-être les gens boivent moins de bière. Cet été, c'est le cas en fait. La plupart des brasseries n'ont pas très bien marché à cause du mauvais été entre guillemets qu'on a eu. Est-ce que tu ressens aussi un facteur concurrence, le fait qu'il y a beaucoup de microbrasseries dans le coin ou que c'est un métier qui s'est vachement développé récemment? Pour l'instant, je ne le ressens pas. Je pense que ça, c'est lié à 2 choses. C'est que déjà, je n'ai pas beaucoup de volume à vendre. Donc, finalement, c'est assez facile de trouver les débouchés pour l'instant. Après, quand la brasserie va grossir, ça va devenir une question plus importante. Et l'autre raison, c'est aussi que j'ai quelque chose d'assez particulier ici. La méthode de production, elle est assez particulière. Et puis, toute l'image de la brasserie, elle est dédiée à ça. Et ça t'a coûté combien au total? Est-ce que ça, c'est un chiffre que tu es à l'aise de partager, l'investissement de départ pour tout le lieu, toutes les machines? Je pense que l'investissement de départ, alors sans compter le prochain concentrateur, mais l'investissement global jusqu'à maintenant, c'est entre 50 et 60 000 euros. Mais on va dire que moi, une brasserie de 500 litres, ou 5 hectolitres, on parle plutôt comme ça en brasserie, c'est classique. Pour démarrer, c'est assez classique. Mais moi, il y a aussi un facteur sur le coût d'investissement. Il y a aussi un autre facteur, c'est que j'ai acheté beaucoup d'occasions le plus possible. Ma brasserie, je l'ai achetée d'occasion. Et donc toutes les cuves, tout ça, je l'ai acheté d'occasion. Tu as réussi à trouver un brasseur qui fermait? Non, pas qui fermait, qui prenait plus grand. Ok, trop bien. Et puis j'ai acheté beaucoup d'occasions et j'ai fait beaucoup de choses moi-même. Toute l'installation des panneaux solaires, le concentrateur, tout ça, c'est du temps de fabrication, c'est du temps passé, mais du coup, c'est moins d'argent dépensé. Donc c'est aussi pour ça que le chiffre est sûrement plus petit que pour une autre microbrasserie.
classique. Et sur les estimations que tu as fait, tu t'es dit que l'amortissement de ton investissement de départ, tu le ferais sur combien d'années? On a compté à peu près 4-5 ans. Ok. Et toi, tu te sors déjà un revenu de ton activité ou pas encore? Ça va commencer. Ok. Ça va commencer, c'est encore limite. Mais puis ce ne sera pas un gros revenu dans un premier temps. Bien sûr. Et en fait, ce qui va pouvoir me faire passer à l'étape d'après, c'est le concentrateur qui sera plus important. Ce qui est la suite logique, en fait, y aller par étapes pour tester avant de... Oui, en fait, je savais que sous cette version-là, ce n'était pas suffisant pour sortir un salaire normal. Oui. Mais c'était déjà prévu d'aller dans cette direction dès le début. Et est-ce que tu as envie de faire un peu comme ce qu'a fait Arnaud aujourd'hui, lui, il fait pas mal de formations, mine de rien, pour des gens qui voudraient s'installer en boulangerie solaire. C'est quelque chose qui te trotte dans la tête? Carrément, ouais, ça m'intéresserait vraiment de faire ça. C'est juste que avant de me lancer là-dedans, j'ai besoin de moi. T'as pas encore atteint ton rythme de croisière en fait aujourd'hui. Exactement, je suis encore en développement. Et du coup, tu considères que tu as encore une année un peu de stabilisation avec le nouveau concentrateur, ce qui t'aura fait au final 3 ans vraiment de zéro, je récupère les clés d'un local à... Je pense que l'année prochaine, ça va être l'année dédiée au nouveau concentrateur et à l'adaptation, à trouver le bon mode de fonctionnement. Et l'année d'après, ce sera, je pense, la première année rythme de croisière, entre guillemets. On te souhaite pas mal de bonnes choses pour l'année prochaine avec ton nouveau modèle. Et où est-ce qu'on peut du coup te retrouver? Enfin, c'est quoi le mieux pour les gens qui voudraient un peu découvrir ce que tu fais? Est-ce que la plateforme que tu préfères? Le mieux, c'est de venir ici. Oui. Voilà, pour pouvoir montrer concrètement les équipements. Après, il y a un site internet qui explique aussi assez bien comment tout fonctionne ici. Et puis, il y a des réseaux sociaux pour se tenir au courant, donc Facebook, Instagram et LinkedIn aussi. Ok, voilà. Super, parfait, merci beaucoup. Merci à vous.